New York. Quand on évoque ce nom, on pense irrémédiablement à cette tragédie relayée dans le monde entier. It crashed into the World Trade Center. Another plane just hit. Et dans un registre plus positif, une multitude de choses nous vient en tête, comme notre statue de la liberté, Broadway, Times Square, ses cosplayers, ses taxis, ses camions vendeurs de weed, ou encore Central Park et sa faune bien plus variée qu'on ne l'imagine. Et pour ce qui est du plan artistique, outre les musées et les clubs de jazz, on pense à de nombreux films et séries selon les goûts et les couleurs, avec autant de situations, thématiques ou sentiments. Chaos urbain dans Taxi Driver, course-poursuite dans Die Hard 3, footing dans Shame, violence dans la saga John Wick, amitié dans Il était une fois en Amérique, catastrophe reprenant certaines situations du 11 septembre dans Cloverfield, solidarité dans Spider-Man, tragédie dans The Amazing Spider-Man 2, passion dans l'authentique série Daredevil, ou encore liens familiaux chaotiques dans La Nuit nous appartient, puisque son réalisateur, James Gray, tout comme Martin Scorsese et Woody Allen, a toujours voué un véritable amour à la ville, au point de la mettre en scène dans la majorité de ses œuvres. Bref, New York fascine autant qu'elle inspire, tant au travers d'une multitude de films que de romans et comics, comme ceux de Marvel qui situent la majorité de ses protagonistes dans la métropole depuis plus de 60 ans. Et si les 4 tortues arrivent très loin dans votre classement quand vous pensez à New York, ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur la genèse de ces personnages, je pense que cette chronique est faite pour vous. Mais je tiens à être franc dès le début, celle-ci sera divisée en plusieurs parties, la seconde étant prévue pour cet automne, puisqu'à la base, je comptais uniquement parler du film de Steve Barron, comme je l'avais fait pour Batman 89, mais au fil de ma rédaction, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment aborder l'histoire de cette franchise qui dure depuis près de 40 ans, et pour ça, comme vous vous en doutez, il faut faire du tri. C'est pourquoi je vais faire l'impasse sur certaines adaptations avec lesquelles je n'ai aucune affinité artistique, afin qu'on puisse se focaliser sur les coulisses les plus intéressantes et quelques anecdotes oubliées. On se lance ? On a tous déjà essayé de se lancer dans un projet ou une idée, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou artistique, tout en se vautrant la gueule tandis qu'on voyait d'autres réussir dans un domaine plus ou moins similaire en perdant cette confiance en soi alors qu'il n'y avait bien souvent aucune raison de se remettre en question. Et si ce n'est jamais arrivé pour vous, on peut au moins tomber d'accord sur le fait qu'on a déjà senti cette immense admiration envers un ou plusieurs artistes qui ont su nous toucher à un moment de notre vie en se demandant au moins une fois si je pouvais les rencontrer, ou si ça m'arrivait à moi aussi. Ce fameux mythe qu'ils adorent aux États-Unis appelé le rêve américain, comme quoi il faut croire à son étoile, et qu'à force de passion et de persévérance, on y arrive forcément. Alors nous, Français, qui sommes un peu plus terre à terre, on le sait bien. Ça peut arriver de temps à autre, mais le plus souvent, ça se fait sur des échelles différentes. Pourtant, en 1982, le jeune Kevin Eastman y croit, lui. Pour vous remettre dans le contexte, cette année-là, c'est l'introduction du disque compact, la mort bouleversante de Patrick Devers, la sortie de Thriller, Blade Runner ou encore E.T. et l'ouverture d'Epcot à Disney World. Epcot Center, Walt Disney World. Passionné de comics, Eastman postule à Northampton, Massachusetts, auprès d'une gazette locale nommée Scat, en pensant qu'il pourra enfin prouver sa valeur auprès de ses parents qui ne croient pas en ses talents de dessinateur. Mais il se reçoit un gros stop de la part des éditeurs puisque le magazine compte fermer ses portes. Ils prennent néanmoins le temps de regarder son portfolio et y trouvent des similitudes avec un de leurs artistes, Peter Laird. Eastman obtient donc ses coordonnées et ainsi débutent des échanges par courrier. Qui c'est qui fait le montage là ? Le courrier pas du tout comme ça Bref, Laird, qui a 8 ans de plus qu'Eastman, l'invite finalement chez lui. Et ce qui frappe le jeune artiste, c'est une planche originale de Jack Kirby accrochée au mur venant du comics The Losers. En effet, ce qui rapproche les deux artistes, c'est l'admiration et le culte qu'ils vouent à Kirby. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter le bonhomme, qui est encore aujourd'hui surnommé le King des comics ? Je pense que oui, car dans le grand public ça parle beaucoup de Stan Lee qu'ils ont connu grâce à ses caméos dans les adaptations de La Maison des Idées, mais les lecteurs de longue date le savent, il ne faut pas croire toute la désinformation officielle sur le moustachu à l'air sympathique, y compris le documentaire estampillé Disney sorti au mois de juin ayant mis quelques personnes en rogne, puisque là encore il y avait cette glorification de Lee au détriment de la véritable implication de ses collaborateurs, dont Steve Ditko, co-créateur de Spider-Man et également créateur de Doctor Strange, et bien évidemment Jack Kirby, co-créateur de Captain America, Thor, les 4 Fantastiques, les X-Men, Hulk, Black Panther, etc., etc., en plus d'être le créateur de Darkseid, du Quatrième Monde et de toutes les séries tournant autour de cet univers. Une saga passionnante que je ne peux que vous conseiller si vous n'avez jamais lu. Pour terminer sur le cas Stan Lee, je n'ai pas non plus envie de tailler l'artiste qui a énormément apporté à cette industrie. Mais il y a des faits que certaines personnes uniquement gavées au popcorn du MCU préfèrent ignorer, et ça me met particulièrement en colère. Comme l'histoire encore plus dégueulasse de Bob Kane.
Longtemps considéré comme l'unique créateur de Batman parce que la vérité a été très tardivement rétablie à propos de Bill Finger qui avait apporté la majorité des idées puisque sans lui, le Batman de Bob Kane, ce serait juste ça. S'il y a des sceptiques dans la salle, je vous invite à regarder toutes les adaptations du Chevalier Noir et vous verrez que le nom de Bill Finger, en tant que co-créateur, a commencé à être mentionné en 2016 seulement, dans l'ouverture de Batman v Superman. En ce qui concerne Peter Laird et Kevin Eastman, on va passer la seconde et aller en 1983. Ils fondent Mirage Studios et vivent ensemble. Oh, pas comme ça non plus! Laird et sa femme accueillent tout simplement Eastman dans la maison qu'ils louent à Dover. Et leur première création n'est autre que le Fugitoid, un scientifique du nom de Honeycutt dont l'esprit se retrouve accidentellement dans une de ses inventions. À savoir que le nom Fugitoid vient de fugitif et androïde, puisque ce dernier est traqué par la troupe de Général Blanc de la fédération pour laquelle il travaillait, cette société souhaitant accéder à son savoir afin de concevoir des armes. Le concept pourtant sympathique se voit refusé par 5 éditeurs, ce qui pousse nos deux compères à se demander s'ils ne devraient pas imiter Dave Sim, un artiste dont ils sont fans n'ayant pas hésité à auto-publier son comics Cerebus. C'est ainsi qu'ils lancent Gobble Daigook, leur propre revue de comics en noir et blanc qu'ils plient et agrafent eux-mêmes en 150 exemplaires pour chacun des 2 premiers numéros, comprenant les 4 chapitres fondateurs du Fugitoid, ainsi que des histoires courtes. En novembre 1983, lors d'une nuit de travail peu productive devant la télévision diffusant des programmes sans intérêt, le duo ressent le besoin de marquer une pause. Eastman, au lieu de poser son crayon, sort sa teub. Jean Beauve, c'est toi qui parasite la chronique depuis tout à l'heure en fait? Ouais, c'est parce qu'il n'y a plus internet, du coup je voulais te regarder, mais je m'emmerde grave devant ta vidéo. Tu parles beaucoup trop. T'es trop habitué à la faste consommation TikTok, mon pote. Donc je disais qu'au lieu de poser son crayon, non, il ne sort pas son chibrax, mais il prend une feuille. Et, animé par une subite inspiration, il se met à dessiner une tortue masquée armée de nunchaku se tenant sur ses pattes arrière. Il montre le dessin farfelu à Laird, qui crée à son tour une autre tortue plus sombre et stylisée, puisque les deux compères sont habitués à se défier dans des battles de dessin. Eastman se dit qu'il doit faire mieux, et en dessine 4 avec la mention Ninja Turtles. Peter prend la feuille pour l'ancrer totalement, en y ajoutant les mots Teenage Mutant, considérant tous les deux l'idée comme la plus débile au monde, mais leur permettant de rire et de décompresser lors de cette nuit d'automne morose. Les semaines passent, mais les deux compères ne peuvent pas s'empêcher de penser à ce concept décalé, surtout que le Fugitoid leur procure une perte d'inspiration. C'est pourquoi ils décident de consacrer leur prochain comics à ces tortues ninja. Bon, par contre, je ne vais peut-être pas vous prendre pour des cons et approfondir en ce qui concerne l'utilisation des 4 prénoms de ces artistes de la Renaissance, je pense que vous le savez. On va plutôt se pencher du côté de Daredevil, et je parle bien sûr du run de Frank Miller redéfinissant le personnage, comme il le fera plus tard pour Batman. Puisque le mentor de Matt Murdock s'appelle Stick, qui veut dire bâton en français, celui des Tortues Mutantes est nommé Splinter, qui signifie écharde. L'organisation de la main étant entre autres l'ennemi de Daredevil, ceux des Tortues sont les ninjas du foot, le clan préféré de Quentin Tarantino. Le récit fait en plus de ça un parallèle aux origines de l'homme sans peur, puisqu'un jeune homme sauve un vieil aveugle à 2 doigts de se faire écraser par un camion transportant des substances radioactives. Le freinage du poids lourd laisse échapper le fameux récipient brisant un bocal tenu par un enfant contenant nos 4 tortues. Cependant, le créateur subversif n'est pas leur seule inspiration, le binôme puisant également dans la narration visuelle de Jack Kirby pour ses premières pages. Il y a d'ailleurs sur la deuxième de couverture cette petite illustration d'une tortue rendant hommage aux 2 auteurs. Le processus de création intense se termine avant la fin de l'hiver 1984 pour ces 40 pages respirant l'underground viscéral. Alors oui, je ne sais pas si ça se dit, mais ce sont clairement les mots que ce comics m'évoque. Il n'y a qu'à voir les dernières pages nous montrant un combat à mort avec des écorchures de plus en plus présentes sur le corps de nos protagonistes. Ou bien les origines d'Amato Yoshi, le maître de Splinter retrouvant chez lui Oroku Nagi en train de tabasser Tang Shen. Non, j'ai vu tous les Tortues Ninja et c'est Oroku Saki. Oroku Saki. Oroku Saki. Leur chef n'est autre qu'Oroku Saki. Déjà tu critiques Stanley, ça c'est pas bien, mais en plus tu sais même pas de quoi tu parles. Alors écoute avant de parler, et arrête de te reposer uniquement sur les adaptations, c'est compris? Ok, merci connard, reprenons. Oroku Nagi en train de tabasser Tang Shen, la femme qu'ils aimaient tous les deux, suivi d'un cadrage sur les mains ensanglantées d'Amato Yoshi après s'être occupé de son salopard de rival, qui n'est autre que le frère d'Oroku Saki, alias Shredder. Contrairement à de nombreuses adaptations, on ne nous le présente pas en tant qu'antagoniste néfaste pour New York. Nous apprenons son existence via le passé de Splinter raconté aux tortues, avant qu'il ne leur dise les mots suivants. Désormais je suis vieux, et avant de quitter cette vie, j'ai besoin que vous accomplissiez une tâche. Il est temps que je vous demande ce que personne ne devrait avoir à demander à quiconque. Je veux que vous défiiez et que vous tuiez Shredder. Avec cette écriture non manichéenne, on est très loin de ce qu'on a pu voir durant plusieurs décennies, et je tiens à insister sur ça pour que vous compreniez mon point de vue sur le matériau de base, aussi bien dans cette chronique que dans celles qui suivront. Ça me fait d'ailleurs penser à James Bond.
beaucoup de personnes ayant poussé des gueulantes contre Daniel Craig. Ouais, c'est un tocard, il sait pas jouer, Roger Moore est 100 fois meilleur et plus rigolo. Craig, en fait, il a juste fait son taf en respectant les scénarios qui reprenaient enfin la psychologie des romans, en plus d'avoir une gueule marquée telle que l'avait décrite Ian Fleming. Et ce qui est ironique, c'est que Timothy Dalton avait pourtant poussé la fidélité bien plus loin 20 ans auparavant et il n'en avait pas autant protesté. À savoir qu'il y aura des archives secrètes consacrées au personnage, parce que je suis un très gros fan de la licence, aussi bien roman que certaines adaptations. Comme pour nos tortues en fait, je n'ai aucun souci à apprécier différents traitements pour une même saga, tant qu'il y a un minimum de qualité, même si ma préférence ira toujours vers les récits originaux, à l'instar de ce comics en noir et blanc, que l'ère des Eastman compte auto-éditer comme il l'avait fait pour Google Dyke. Cette fois, non pas à 150, mais à 3000 exemplaires. Ne souhaitant plus utiliser l'imprimante du magasin de quartier, ils mettent de leur poche pour pouvoir faire appel à un petit imprimeur. À eux deux, ils arrivent à réunir 750$, mais le devis s'établit à 2050$. Heureusement, une chance leur est donnée par l'oncle d'Eastman, qui se propose de leur prêter la somme manquante après avoir vu la présentation du comics. Mais en plus de ça, l'imprimeur leur fera cadeau d'un surplus de 275 exemplaires. Les artistes envoient une lettre accompagnée d'un extrait de leur comics à plus de 180 organes de presse. Suite à cela, le duo est contacté par un rédacteur d'United Press International qui se rendra chez eux avec un photographe pour une interview. Ils vendent près de 200 exemplaires à 1,50$ l'unité lors de la mini-con de Portsmouth où ils y tiennent un petit stand. La vente se fait ensuite par correspondance et également via les distributeurs avec qui le duo traite directement afin de placer le récit dans les comic shops. Les 3275 exemplaires s'écoulent en un peu plus d'un mois, certains acheteurs revendant même le leur bien plus cher, élevant ce premier comics au stade d'objet collector. Les artistes se voient donc dans l'heureuse obligation de lancer un autre tirage, cette fois au nombre de 6000 exemplaires. Les bénéfices permettant bien sûr de rembourser le prêt de l'oncle d'Eastman, sans qui tout cela ne serait sûrement jamais arrivé. Les nouveaux fans réclament alors un numéro 2, au grand étonnement du duo, qui pensait uniquement publier un one-shot. Mais le souci, c'est qu'ils ne vivent plus ensemble, puisque Laird a déménagé dans le Connecticut et Eastman dans le Maine, pour reprendre son boulot saisonnier de vendeur de homards. La collaboration sur le deuxième numéro se fait par courrier interposé pour une sortie en octobre 1984, faisant apparaître le personnage d'April qui n'a pas encore de nom de famille O'Neill et qui n'est pas non plus journaliste, se contentant d'être l'assistante du scientifique Baxter Stockman, création de Peter Laird, tout comme le concept des fameux Mousers. Ils reçoivent 15 000 précommandes pour le numéro 3 prévu en mars 1985, qui nécessitera un tirage supplémentaire, élevant au total le nombre d'impressions à plus de 50 000 exemplaires, faisant de nos créateurs de véritables professionnels. Et s'il y a eu un tel engouement pour ce numéro 3, c'est parce qu'il nous fait traverser une succession d'émotions grâce à la symbiose entre les deux artistes, collaborant de nouveau dans la même ville. C'est très simple. Dans ces 38 pages, nous avons la disparition marquante de Splinter, la réaction de Raphaël ayant du mal à maîtriser ses émotions, la psychologie de Leonardo enfin développée puisqu'il tente de raisonner ses frères pour ne pas céder à la panique tout en leur attribuant des tâches à effectuer pour résoudre ce mystère, avec Raphaël objectant ses conseils, ce qui amène la première opposition entre les deux personnages. Il y a également le thème de l'absence paternelle tant pour nos tortues que pour April accueillant la fratrie désemparée, et cette folle course-poursuite de 11 pages entre la police et le combi Volkswagen d'April digne de John McTiernan et son Die Hard 3 10 ans avant l'heure, via un découpage efficace nous faisant entre autres traverser Central Park. Le tout accompagné d'un moment cocasse puisque nos héros conduisent le même véhicule qu'un groupe de braqueurs traqués par la police, véhicule à côté duquel ils finissent par se retrouver sans rien comprendre à la situation. Cette folle poursuite se terminant par l'arrestation des voleurs sur une pleine page purement cinématographique avec l'un d'eux répliquant qu'il faisait juste du stop, nous rappelant les excuses ridicules de ce genre de délinquants dans la vie réelle. Et comme si cela ne suffisait pas, le récit se poursuit avec une séquence tendue où Splinter tente d'échapper aux Mousers, nous montrant certes ses talents aux arts martiaux pour la première fois, mais nous faisant surtout ressentir une profonde empathie envers lui, comme en témoigne ce regard aussi réaliste que percutant et cette véritable situation de danger. Il a ensuite retrouvé inconscient par de mystérieux personnages l'emmenant dans le fameux IRTC, l'Institut de recherche technocosmique à l'origine du fluide ayant provoqué la fameuse mutation de nos 5 personnages, suivie d'une découverte en dernière page aussi choquante pour Splinter que pour nos lecteurs. Imaginez-vous en 1985, vous ne connaissez pas encore les Utromes ni leur utilisation des cordes de substitution et vous découvrez ce cliffhanger insensé. La publication suivante sort un mois après, et il ne s'agit pas du 4e numéro, mais plutôt du premier faisant partie d'une nouvelle gamme de hors-série simplement nommée Micro-Series.
L'idée derrière ça, c'est en fait de pouvoir explorer la psychologie de chacune des tortues. Et c'est avec Raphaël que ce concept démarre. Après avoir perdu son sang-froid pendant un entraînement contre Michelangelo, Raphaël est à la limite de faire une énorme connerie. Il sort donc se changer les idées et fait la connaissance de Casey Jones, adepte de la bonne vieille justice violente et expéditive. C'est en voyant l'incapacité à se maîtriser de l'apprenti justicier qu'il se rend compte de son propre problème. D'où le titre du comics, Moi, mon ego et moi-même. Un récit qu'Eastman prend plaisir à créer, car Raphaël est la tortue à qui il s'identifie le plus, lui permettant de donner vie à des scènes bien violentes. Et c'est là le contraste avec son collaborateur. Eastman, extraverti, adore l'action, tandis que Laird, bien plus réservé, préfère s'axer sur les technologies, comme on l'a vu par exemple pour le numéro 2. Du coup, est-ce qu'il y a besoin de préciser que Donatello est la tortue préférée de Laird? Bah moi, ma tortue préférée... Bon attends, on va mettre stop 2 secondes, d'accord? Tu arrêtes avec tes interventions, et puis en plus on se doute que Michelangelo c'est ta tortue préférée. T'es vraiment prévisible comme mec, c'est dingue ça. Ouais bah toi, vu comment tu pètes des câbles des fois, on sait très bien que ton petit favori c'est... Prévisible également, pas besoin de le dire. Laisse-moi continuer parce que là on va aborder quelque chose d'important. La demande est croissante, et nos créateurs se retrouvent débordés. C'est pour ça qu'ils trouvent la parade ultime pour la fin du numéro 4, avec un appareil que les Ultroms possèdent au sein de l'IRTC, permettant de faire voyager leurs protagonistes dans une autre dimension, ou plutôt dans une galaxie lointaine. Très lointaine, puisqu'Eastman et Laird sont d'immenses fans de Star Wars. Cet événement amène la fratrie à rencontrer le Fugitoïde et les autres personnages de son univers, comme le Général Blanc et les Triceratons. Vous les avez sûrement connus grâce à la première série animée, mais il ne faut pas oublier qu'ils viennent avant tout du Fugitoïde. Afin de souffler un peu, il lance une micro-série sur le personnage, reprenant les 4 chapitres publiés dans Google Daiguk, en plus de quelques pages permettant de faire le lien avec la trame officielle des Tortues. Les numéros 5 et 6, sortant respectivement en octobre 85 et février 86, mélangent brillamment science-fiction et space opéra dans un trip insolite, avec vaisseaux, pistolets laser, prison spatiale, combat contre des tricératons et des esclaves dans une arène, en plus de quelques références bien appuyées à Star Wars, comme un véhicule inspiré d'un landspeeder ou une cantina peuplée elle aussi de créatures, droïdes et autres easter eggs. Je me dois également de mentionner une évolution concernant l'impression. À partir du numéro 5, terminé le petit imprimeur, Kevin et Peter passent un accord avec un véritable éditeur de presse, ce qui permet aussi de proposer des couvertures non plus en bichromie, mais en... quadricolore. Non Bruno, en couleur normale, toute couleur. Et c'est là que les fans découvrent que les tortues portent des bandeaux... Quadricolore. C'est pas mal. C'est 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Ouais, enfin non. Là, ce sont des bandeaux de la même couleur, tout simplement. Même si certains lecteurs avaient déjà pu voir ces bandeaux rouges grâce à la 4e de couverture de la revue New Age Comics numéro 1, et également sur les affiches promotionnelles visibles sur les stands de Laird et Eastman pendant les conventions et autres séances de dédicaces. Maintenant, on va rapidement aborder la micro-série consacrée à Michelangelo sortie en décembre 1985. Et tu risques d'être surpris, toi là-bas. Un timing bien calculé car le récit se déroule pendant la période de Noël, en plus de faire partie de mon top 5 des comics Tortue Ninja. On suit donc Michelangelo découvrant une autre facette des humains, ce qui suscite chez le lecteur une énorme sympathie envers le personnage qui semble être la tortue la plus empathique. Une impression qui s'accentue tout le long du récit car nous voyons ensuite Mikey recueillir un chat errant et s'émerveiller dans un magasin de jouets avant d'assister à un vol de figurines très rare. En plus de prendre des risques pour stopper ces voleurs receleurs, il demande à ses frères de l'aider à récupérer ces fameux jouets afin qu'ils puissent les distribuer dans un orphelinat. Il faut aussi souligner le talent de notre duo, qui, en plus d'avoir écrit une formidable psychologie à cette tortue, l'a dessinée de manière aussi fragile qu'attendrissante, tout en créant une atmosphère enneigée très efficace en noir et blanc. Et oui, Michelangelo n'était pas encore le joyeux luron de la bande, ça on va en parler suite à l'énorme chamboulement de 1986.